Voilà, donc les conséquences ne seront pas que financières, il y aura des conséquences déjà. S'il y a dislocation de la famille, il y aura des conséquences sur la génération des enfants, donc la scolarisation des enfants, l'épanouissement, etc. Il y aura des conséquences psychologiques parce qu'après 30 années, après des années de vie commune avec quelqu'un, c'est quand même une déchirure, un gros choc émotionnel que de d'abandonner tout ce qu'on a construit ou ce qu'on croyait construire. Et ça peut amener les gens à se suicider. Hein. C'est vite fait. Ou à parler tout seul. En tout cas, développer un certain nombre de troubles Oui, psychiques auxquels on ne s'attend pas forcément ou qu'on banalise. Donc, une autre forme d'inégalité que je veux bien ressortir, c'est que en tant que femme, il y a un problème avec l'accès au travail. Encore une fois, je ne tiens pas compte seulement des cotonois. Je parle de toutes les réalités. oui. Parce que même parmi les personnes qui résident à Cotonou, dans les villes du Bénin, il y en a qui en subissent, mais d'autres vont penser qu'elles ne sont pas concernées parce que ce ne sont pas leurs réalités. Vous savez, en tant que femme, quand vous vous présentez à un poste, on ne vous voit pas en tant que personne à l'instant T. On imagine déjà le nombre d'enfants que vous aurez, le nombre de congés maternité que vous allez demander, de congés payés qu'on aura à vous donner, le nombre. Donc, on imagine déjà les pertes que l'entreprise va générer. On imagine déjà le moment où votre enfant sera malade et vous allez dire, on m'a donné un certificat à l'hôpital, donc je dois suivre l'enfant à la maison. Donc, on imagine déjà, en fait, et on estime que vous n'êtes pas rentable pour la société, ce qui limite l'accès des femmes au travail. L'autre chose qui peut limiter l'accès des femmes au travail, c'est le harcèlement, le harcèlement sexuel. Vous savez, le travail est là. Parfois, tu es même compétente, tu es à ton poste, mais tu ne bouges pas, tu n'avances pas, tu ne upgrades, je sais pas comment dire, tu n'as pas de promotion, tu n'évolues pas dans ton travail. Tout simplement parce que il y a un collègue qui est là, qui veut coucher avec toi, ou bien le patron qui est là, il veut avoir une certaine intimité sexuelle avec toi, mais tu ne cèdes pas. Et tant que tu ne vas pas céder, lui, il a la même main sur ton évolution professionnelle. Du harcèlement, tout simplement. Et ça, c'est un gros embargo sur l'évolution de la femme dans le milieu professionnel. Et malgré tout ce qu'on est en train de dire, euh, je pense qu'on fait des mini-pas ou des micro-pas. On n'est pas forcément en train d'évoluer sur ce terrain. L'autre chose aussi, c'est que parfois, à poste égal, compétence égale, on n'est pas rémunéré de la même façon que les hommes. Hein. Et je ne sais Oui. toujours pas pourquoi. Je me demande toujours pourquoi. Et je ne sais vraiment pas pourquoi. Et même au moment des entretiens, moi, j'ai déjà remarqué, au moment des entretiens, moi, j'ai pris la peine une fois pour un entretien de chercher à trouver celui qui avait quitté le poste. Ça, c'est une expérience personnelle que j'ai faite. J'ai cherché à trouver celui qui avait quitté le poste. Et c'était un homme. Je lui ai demandé combien tu gagnes. Je connaissais un peu son profil. J'ai fait semblant de lui dire, aide-moi à faire mon CV. Est-ce que je peux avoir le tien pour voir comment tu as fait? Donc, j'ai eu accès à son CV. Et sincèrement, c'était pas des masses différents du mien. Sinon, j'ai un meilleur CV sans prétention aucune. Et j'ai un peu vu comment on le payait. Il m'a dit. Et moi, je suis allée, je me suis préparée pour mon entretien. Je suis allée à l'entretien et on finit, on me demande quelle est votre prétention salariale. Bon, bien sûr, j'ai donné un montant qui me convenait au-dessus du montant normal parce que Oui, j'aime bien donner au-dessus pour voir ce qu'on voudrait me proposer. oui. Alors, et je me rends compte que, ah ben, abracadabra, c'est divisé par deux, voire par trois. La moitié de ce qu'on lui avait proposé à lui.
Et j'étais choquée. Et ce que je dis là, c'est dans le monde médical, c'est dans notre profession, hein, docteur. C'est dans notre profession. C'est choquant, c'est choquant. Et j'ai demandé, je discutais avec le monsieur, je lui ai dit, est-ce que vous avez vu mon CV? Il a dit oui. Et j'ai dit, moi, ça fait plus de 2 ans, bientôt 3 ou 4 ans que je suis en train de travailler. Et je ne peux pas finir, je ne peux pas être à ce niveau, je ne sais pas pour les autres, et avoir ce salaire. Il dit non, c'est pour le début, commencez comme ça, et faites comme si c'est votre propre chose, ça va évoluer. J'ai dit non, je suis désolée, moi je ne peux pas. Et on m'a dit littéralement, vous les jeunes là, vous êtes, vous avez des ambitions financières quand même. Donc, démesuré. Moi, j'ai laissé, démesuré, mais je crois plutôt que c'est parce que j'étais une femme que, à ses yeux, j'avais des ambitions financières démesurées. Peut-être qu'il se disait, mais en tant que femme, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Je ne sais pas. Et c'est pas à lui de vouloir savoir. Rémunère-moi pour le travail que je vais faire. Vous imaginez qu'il me propose la moitié de ce qu'il paye à l'autre pour un même poste, à compétence égale. À compétence égale, à responsabilité égale. C'est ça. Pas normal. Et moi, j'ai été choquée. Et comme tu l'as dit, je te demande qu'est-ce que tu vas faire avec ça, parce qu'on part du postulat que tu es une femme. Est-ce que tu n'as pas de charge alors que on n'en sait rien et ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Je peux même dépenser tout mon argent de ma tête jusqu'à mes orteils. Ce n'est en rien son problème. Monsieur, j'ai travaillé, paye-moi. C'est ça. Tu n'as pas eu à payer moins cher pour avoir ton diplôme. Tu as payé le même montant que les hommes pour en arriver là. Tu as eu la même formation. Tu as fait les mêmes stages. Et tu en plus, à l'université, on ne m'a pas dit parce que vous êtes une femme, vous allez payer 200 000 et l'autre va payer 400 000. Ou bien vous allez faire 2 cours sur 5 et l'autre va faire les 5 cours. Donc, il y a déjà ce problème-là qui reste un gros problème. Moi, je n'y croyais pas. Je n'y croyais, je ne le vivais pas comme ça. Mais sincèrement, quand j'ai été dans la situation, je me suis rendu compte qu'en fait, mais ce qu'on dit là, c'est plus grave que ce que ça lui paraît, en fait. Sincèrement. Et il faut dire aussi que, je donne un petit exemple qui va encore choquer les gens. La dernière fois, j'ai vu la liste une liste électorale. Tu sais qu'à l'université, on élit un bureau, etc. Ouais. Voilà. J'ai vu la liste de candidatures. Et j'ai fait l'exercice de chercher les femmes qui sont sur la liste, des deux côtés. J'ai vu des femmes, j'étais contente. Je crois que j'ai vu 2 ou 3 femmes contre 3 hommes sur une liste et 2 femmes contre le reste des hommes pour une autre. En tout cas, jusque-là, ça pouvait encore aller. Mais je me suis rendu compte que maintenant, je suis allée chercher les postes auxquels on a mis ces femmes-là. Trésorière générale, trésorière adjointe, secrétaire générale. Bon, ça, c'est l'exemple type de ce qui se passe dans la vraie vie dans notre société. Si tu n'es pas gestionnaire des ressources humaines, tu es secrétaire général ou bien tu es trésorière générale. Et on se vante de dire que bon, dans notre administration, il y a des femmes. C'est pas ça. Pourquoi ne pas mettre la personne compétente, la femme compétente, celle qui mérite d'être au poste de directrice, au poste de manager, de ci, de ça. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais si elle a les compétences, n'hésitons pas. Encore que aujourd'hui, quand tu poses le problème, beaucoup vont te dire, mais quand on cherche des femmes à ce poste, on ne trouve pas. Mais c'est la conséquence directe de nos actes. Vous ne les avez pas scolarisées, vous ne les avez pas éduquées, vous ne les avez pas enseignées. Vous leur avez mis des bâtons dans les roues tout le long de leur cursus. Finalement, vous vous étonnez qu'il n'y en ait pas beaucoup qui a atteint le même niveau de compétence là que les hommes au même poste. C'est quand même, c'est utopique. C'est ça.
Mais les quelques-unes qui sont là, qui sont capables de le faire, vous les mettez à la trésorerie. Parfois, même elles n'ont pas les compétences de trésorerie, hein. Mais comme on veut mettre femme dans le groupe là, prends trésorerie d'abord. Après, tu vas monter. Alors qu'elles sont capables d'être au poste de direction. Je pense que ça pose un problème. Oui, un énorme problème. En fait, on est parti il ne fallait pas des femmes. Maintenant qu'on réclame la présence des femmes, ok, on vous met là, mais c'est pour des postes bien précis, sans voir au profil, sans voir vos propres caractéristiques. On part du C'est postulat ça. que voilà. Et tu vois même, plus anciennement, l'élection de Donald Trump contre Hillary Clinton. Beaucoup Oui, de politologues américains disaient que, au fond, l'Amérique n'est juste pas prête à avoir une c'est femme ça. présidente. C'est ça. Tu vois, que foncièrement, tu aurais mis quelqu'un autre que Trump, il avait ses chances de gagner. Tout simplement parce que Hillary est une femme. C'est Et ça. ça te pose le problème même dans les sociétés qui se disent évoluées, qui se disent cultivées, même dans les milieux comme, comment on dit, les États comme la France ou l'Amérique, si tu prends les 500 plus grandes entreprises du monde, combien ont des directrices qui sont des femmes? Heureusement encore qu'il y a des exceptions. Quand tu vas à l'Assemblée nationale, combien de députés sont des femmes? Quand tu vas dans toutes les sphères, en fait, tu vois qu'il y a cette inégalité de répartition qui est la conséquence directe de nombreuses années d'inégalité dans l'accès à l'instruction, le C'est fait de ça. pouvoir aller loin, les responsabilités qu'on attribue aux hommes et aux femmes et tout ça. C'est ça. Je pense que tu as tout résumé. Euh, et je ne voudrais pas finir sans parler de la place de la femme dans la politique. Je crois que j'en ai parlé au début, mais on ne sent toujours pas, en tout cas pas correctement, les femmes dans la politique, dans le milieu politique. Moi, aujourd'hui, quand je m'assieds, que je ferme les yeux, que je commence à réfléchir, j'arrive à décompter le nombre de femmes dans notre milieu politique au Bénin, alors que je rêve c'est-à-dire, je rêve qu'il y en ait tellement que je ne puisse pas les compter, au même titre que les hommes, parce que j'arrive pas à compter combien d'hommes il y a dans l'arène politique au Bénin. Donc, je voudrais quand même que ce soit pareil, mais c'est vraiment loin d'être le cas. Aujourd'hui, on peut citer des noms de femmes. On peut citer des noms. C'est-à-dire, elles ne sont pas nombreuses. Et même celles qui sont là, on leur met encore un peu les bâtons dans les roues quand même. Donc, je pense que ça aussi, c'est une inégalité que nous, par la grâce de Dieu, nous essayons nous essayons quand même de faire pencher la balance. Mais tout seul, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Oui. Je pense qu'il faut, c'est comme la jarre trouée, chacun doit amener ses 5 doigts, ses 10 doigts pour venir boucher le trou. Mais ça, par exemple, moi, je me suis toujours posé cette question, hein. Est-ce que c'est pas un peu la faute des femmes? Parce que quand moi, je parle du postulat que il y a plus de candidatures masculines et peu de candidatures féminines. Si toutes les femmes partent et que le thème m'échappe, mais votaient pour une seule personne, honnêtement, les hommes n'ont aucune chance, hein, pour gagner une élection. Parce Bon, que, alors, oui, oui, dis-moi. non, je te laisse finir. Donc, tu vois, genre, on a peut-être 5 candidatures masculines et on en a 2 féminines. Je me dis, moi je dis toujours ça, que le jour où les femmes veulent changer le monde, il ne tient qu'à elles, et à elles seules. Qu'honnêtement, les femmes n'ont pas besoin des hommes pour changer le monde. Parce que techniquement, les hommes qui veulent aller dans diverses directions, il y en a tellement que chaque homme a un électorat qui est faible. Et même au-delà de ça, chaque femme qui est en couple avec son homme, tu vois, moi je pars du postulat que si tu aimes ta femme, il y a beaucoup de décisions qui passent
dans nos États qui sont prises par les femmes. Juste qu'on a peut-être un président et on se dit que c'est le président. Mais en fait, moi, je ne suis jamais arrivé à comprendre comment, malgré tout le pouvoir des femmes, et je vais élargir ma question. Par exemple, c'est des femmes qui donnent l'instruction à la maison. Tu vois, c'est les femmes qui éduquent. Comment, malgré la place prépondérante de la femme depuis la jeunesse, la conception d'un enfant, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, comment les femmes n'arrivent pas à récupérer le pouvoir qu'elles ont? C'est une question qui me... Je sais pas. D'accord. Alors moi, je vais essayer de répondre à cette question parce que moi, j'y ai pensé énormément. J'y ai énormément pensé. La première des choses, c'est cette phrase-là qui dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Alors, ça suppose que et c'est vraiment, quand tu checkes, c'est vraiment la conception que les gens ont. Ça suppose que la femme est là pour faire le sacrifice nécessaire pour propulser son homme enfin, pour propulser son homme vers sa destinée, vers son succès et tout ça. Oui. Et ça implique sacrifice financier, émotionnel, physique, professionnel, etc. S'il doit y avoir quelqu'un qui va réduire ses heures de travail, tu verras que c'est la femme, etc. Si quelqu'un doit laisser son boulot pour rester à la maison, s'occuper de la famille, tu verras que c'est la femme. Je ne vais pas aller plus dans les détails, mais je crois que tu comprends et que l'auditoire comprendrait aussi. Oui. Donc, tout est fait vraiment pour que derrière un grand homme, il y ait une femme. Et il y a je n'aime pas dire notre culture parce que je trouve que ce n'est pas notre culture, mais tout est fait, en tout cas dans notre contexte, pour que ce soit comme ça. Tout est fait. Tu sais, on écoute, on ne croit que ce à quoi on est exposé, ce qu'on écoute. Et tu n'es pas sans savoir, je vais choquer les gens, et pour les personnes qui sont très croyantes, je le suis aussi, mais parfois il faut être critique, donc excusez-moi. Je pense que nos religions aussi accentuent cette inégalité. Oui. En ce sens que moi j'ai entendu sur la toile la dernière fois un pasteur dire la femme c'est le fondement, la femme c'est la base, le fondement de la maison. Et est-ce que vous avez jamais vu le fondement être dehors? Si le fondement est dehors, la maison va s'écrouler. Et c'est un homme de Dieu, en griffe, qui le disait. Et j'ai vu les commentaires qui étaient en dessous, ils étaient pleins, ils ont dit Amen, papa, etc. Bon, quand les gens sont exposés à ce genre de contenu-là, de leaders qu'ils suivent et qui sont censés leur apporter la parole sans équivoque, qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont exposés à des contenus qu'ils n'osent plus critiquer. Parce que moi, quand j'entends ça, je me dis, bon, si vous reconnaissez que la femme est la base et le fondement, je pense que c'est un bon début. Mais après, ne venez pas nous dire que le fondement là, si vous avez besoin, si vous voulez faire 5 étages, vous ne pouvez pas faire le fondement comme quelqu'un qui veut faire villa rez-de-chaussée. C'est pas la même chose. Donc, ne nous mentons pas. L'autre chose aussi, c'est que quand vous prenez les campagnes, quand vous prenez les femmes qui aspirent à des postes politiques et qu'on doit faire des campagnes, les femmes ont en général moins de fonds à investir que les hommes. Et on n'est pas sans savoir que nos campagnes aujourd'hui sont quand même, pour amener les électeurs à voter en général, il faut leur se mentir, il faut leur donner de l'argent. Voilà, il faut leur miroiter une certaine aisance financière ou bien spontanément, il faut leur apporter des vivres. C'est ça. Et en tant que femme, si tu n'as pas un certain soutien des investisseurs ou en tout cas un bon capital financier pour avoir ce genre de pratique-là aussi, le monsieur qui a déjà ce genre de pratique ou les 5 hommes qui ont déjà ce genre de pratique ont déjà divisé la population qui veut voter et donc ils l'ont déjà récupéré. Et toi, tu as une petite partie qui croit en tes idéaux et en tes valeurs. Donc, la plupart des personnes aussi votent, vont élire, pas parce qu'elles ont compris le programme d'action du candidat. Oui. Mais c'est parce que
pour l'instant, elle voit que bon, maintenant, mais quoi, disons, sort des soins, non, mais quoi. Oh, c'est pas vraiment ça. C'est pas vrai. Autre chose aussi, c'est que on nous a, bon, je ne sais pas si ce sont les hommes qui ont mis ça dans notre tête. En tout cas, dans la société, on a souvent ce préjugé-là que lorsque les femmes accèdent au pouvoir, elles sont encore plus dures que les hommes. Donc, beaucoup de femmes, en fait, dans les campagnes, s'il y a des femmes et qu'il y a des hommes, beaucoup d'hommes vont aussi miser sur ce paramètre-là pour récupérer l'électorat et bien sûr, bon. Oui, moi je pense surtout que ce paramètre, c'est surtout que les femmes sont de meilleurs gestionnaires que les hommes. En ceci qu'elles peuvent être intransigeantes sur beaucoup de choses. Alors que, parce que comme tu l'as dit souvent, une femme, quand elle arrive et qu'elle a grandi, elle a évolué dans l'arène politique, pour la plupart, c'est des gens qui se sont faits, qui sont un peu self-made, qui se sont faits à la valeur de leurs idéaux et voilà. Ce qui fait qu'elles ont moins de redevabilité envers des cercles d'influence. Et du coup, on se dit que si jamais on élit cette personne, ah ben, on ne pourra pas négocier telle chose, les avantages qui sont liés à tel ou tel, on va les perdre, tu vois. Moi, je vois les choses comme ça. Et il y a aussi un autre point, je ne sais pas si tu allais en venir. J'ai vu ça pour les campagnes de Marie-Élise Ouedo et des femmes qui se présentent. En général, quand on veut salir une femme, on lui invente des scandales sexuels. Bon, je n'en sais rien si ça a existé ou pas, mais en fait, au lieu de placer le débat sur le plan politique, on déplace le curseur vers la vie intime et relationnelle des femmes en politique pour les décrédibiliser. Alors que, honnêtement, si Jean-Pierre qui se présente pour devenir député, il a couché avec 5 femmes, tu sais, dans l'opinion, on se dit les On s'en virils. fout. On s'en fout, en fait. C'est On ça. se dit les virils. Jean-Pierre. Mais quand c'est une femme qui a peut-être le même nombre, qui a peut-être couché avec 5 hommes, là, le monde ne s'en fout pas. N'attends même pas qu'elle aille jusqu'à 5. Et c'est parce qu'on se dit, mais une femme qui n'a pas pu, qu'est-ce qu'elle veut venir diriger ici? Et on est dans cette pensée collective-là, ça pose un problème. Alors que l'homme, qu'il soit divorcé, qu'il soit concubin, qu'il soit polygame ou pas, ça ne les intéresse pas tant que ça. Ouais. L'autre chose aussi, c'est que, ben, chez nous, on dit que la vie politique est nocturne. Et C'est vrai. Et c'est vrai, c'est bien vrai, parce que les personnes, les acteurs de la vie politique s'arrangent pour tenir, pour prendre les décisions la nuit. Et je m'explique. Vous avez beau faire les campagnes dans la journée, mais sachez bien qu'il y a des équipes qui pourront passer déconstruire ce que vous avez ficelé dans la journée, là, dans la nuit. Mais vous savez que dans notre contexte, la femme est censée attendre. Toi, une femme mariée, tu es dans la politique, ton homme te comprend, ensemble vous décidez de te laisser entrer dans la vie politique, de te positionner. Mais il y a un certain nombre de sacrifices, malgré qu'il t'ait accompagné, qu'il n'est pas prêt à faire. Ça, c'est vrai. Donc, pendant que les gens sont réunis à 0 heure, en train de faire des réunions, toi, madame, tu ne peux pas prétendre sortir à 0 heure. Il va te dire, c'est ta politique ou c'est moi. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Je pense que Voilà. même nous, les plus tolérants, la 7e fois, on va te dire, c'est bien beau, Quand ils vont te dire, choisis entre ta vie politique et ton foyer. Alors que, à la base, personne ne dira ça à l'homme. Oui, c'est vrai. 10 fois sur 10, s'il a des réunions nocturnes, il ira. Il lui suffit juste de dire, madame, nous avons une réunion, je vais rentrer tard. Et le débat est clos. Il est clos. Il est clos. Et c'est pas la même chose pour l'autre dame. Donc, je pense que tout ça, ça renforce le fait que, la femme qui se présente, malgré tous les atouts qu'elle a, elle n'a pas forcément les mêmes chances sur l'échiquier que l'homme qui se présente.
Tes arguments se valent et ça éclaire mieux ma lanterne parce que c'est un sujet que, en tout cas, je ne voyais pas les choses. Je ne prenais pas en compte tous ces facteurs parce que je, je, je me posais assez de questions, mais oui, il y a autant de réalité que, que je ne prends pas en compte. Moi, j'avais pensé à cet aspect de réunion nocturne, mais c'est vrai, parce que même moi qui suis très féministe, oui, je me vois accompagner ma femme à des réunions à minuit et à attendre dans la voiture et autres. Mais il faut aussi voir, comment dire, la logistique que ça implique. Ça implique qui va garder nos enfants. Ça C'est implique ça. aussi que notre vie soit étalée sur les réseaux. Parce que très Et vite, parfois, quelqu'un mise en parenthèse. est mis en parenthèse, tu vois. Bon, heureusement, avec notre formation de médecin, on a déjà un peu l'habitude. Mais oui, même les plus tolérants, je pense que il y a moyen que il y ait des frictions au bas mot, en Ouais, fait, tu vois. Et malheureusement, c'est ce qui fait aussi que beaucoup de femmes ne prospèrent pas dans la sphère politique, qui est aussi une sphère de mensonges, de... Oui, oui. Tu vois, même dans nos universités, tu vois, Tibéria, après combien de temps elle a réussi à être présidente de l'Association des médecins à Cotonou. Et elle n'est pas la première femme à se présenter, mais pour toutes c'est les ça. autres, on sait comment ça s'est passé, tu vois. Donc, ouais, il faudra du temps. Il faudra aussi que l'éducation change, les mentalités changent pour qu'on en arrive à un monde où les femmes puissent, en tout cas, prétendre aux mêmes responsabilités, aux mêmes droits. Et je pense que c'est peut-être, je sais pas ce que tu penses, mais est-ce que, selon toi, certains maris, moi je vais pas dire les parce qu'on n'est pas tous comme ça, mais moi je pense que beaucoup d'hommes n'aiment pas leurs femmes. Moi je pense que beaucoup d'hommes n'aiment pas leurs femmes. La dernière fois, j'ai vu un TikTok où une femme venait à accoucher il y a 48 heures et son mari lui dit que la famille du monsieur vient à la maison, que elle n'a qu'à se lever pour préparer, que ça fait 2 jours, elle ne cuisine pas, elle est sur le canapé, elle se repose, que sa famille à lui vient, ils veulent manger poulet rôti. Je me suis demandé, mais soit ce monsieur, il n'a aucune conception de ce qu'est l'accouchement, et même quand tu ne sais pas, bah, chef, même quand tu n'as jamais eu la chance de voir un accouchement, même si tu es un timbré de la pire racaille, honnêtement, moi je me disais que, attends quoi, 48 heures après, tu te lèves pas. Si ta famille vient, ils n'ont qu'à apporter ce qu'ils vont manger ou qu'ils restent chez eux. Ou ils n'ont qu'à manger avant de venir. Ou tu es là, prépare pour ta famille. Bon, tu sais, je suis heureuse que ça sorte de ta bouche. Sinon, ils vont chercher mes comptes des réseaux sociaux et ils viendront me lyncher. On sait, oui, on sait. Ils Donc, viendront me lyncher, ils viendront peut-être écrire qu'ils sous mes feront la posts. même chose pour moi, hein. Non, ils sont plus tolérants envers vous. Sinon, ils vont chercher mes comptes sociaux et ils viendront me lyncher. Parce que oui, moi, je pense que euh, je vais ressortir quelque chose et ça va choquer les gens. Excusez-moi, mais quand on parle de femmes matérialistes, là, il n'y a pas plus matérialiste que les hommes. C'est vrai. Il n'y en a pas plus que les hommes. L'autre, en tant qu'apprenti, elle a essayé de vous copier seulement. Sinon, il n'y a pas plus matérialiste que les hommes. Ils sont toujours dans leur intérêt. Bon, désolé de te choquer, hein, je sais que tu es un homme, mais peut-être que tu as trouvé des intérêts, euh, je sais pas trop ambitieux, ou je sais pas si je vais dire ça comme ça, mais pas trop péjoratif. Mais toutes les relations humaines sont faites d'intérêts, sont basées sur les intérêts. Oui, Même dans l'amitié, si vous ne vous apportez pas quelque chose ça n'a et pas que lieu d'exister. ça n'a pas lieu d'exister.
Même dans la famille, à un moment donné, la famille se disloque si c'est tout le temps une seule personne qui apporte sur la table ou qui apporte au bien-être des autres. C'est comme ça. Donc, les relations de la vie humaine sont toutes faites d'intérêt. Mais le plus matérialiste, c'est l'homme. Donc, excusez-moi de ne pas penser, de penser que le choix de l'homme en général se fait sur... Bon, excuse-moi, hein, mais pourquoi dans la période de Ramadan, là, il y a beaucoup de mariages comme ça? Bon, je ne sais pas. La question. Il y a des rumeurs qui disent, moi je ne suis pas de la religion, et que les auditeurs me pardonnent, promenez-moi comme une sœur. Mais il y a des rumeurs qui disent, et je suis en train de pencher les croix, que pendant le carême, il leur faut prier, manger, etc. Donc être accompagné par une aide dans leur maisonnée. Et la femme mariée, c'est son rôle. Donc, moi, quand on commence à faire passer cette rumeur-là, j'ai tendance à la croire. Donc, je me dis quelque part, bon, on sait peut-être, déjà, il y a le fait qu'en tant qu'homme, on sait peut-être que tu es marié avec... Il y a des gens qui se marient par reconnaissance. Genre, c'est ma go de galet, c'est ma femme de galet. Mais excusez-moi, cette affaire de femmes de galet, go de galet là, il y a beaucoup d'hommes qui sont restés avec des femmes par intérêt, parce qu'ils savent qu'elle est ambitieuse, elle va apporter quelque chose, etc. Je ne sais pas, mais en fait, sincèrement, je continue de penser que les hommes sont matérialistes. Ce sont des gens qui fonctionnent selon leur intérêt. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça peut faire 30 ans. Tu seras marié, surtout les femmes qui pensent, parce qu'on nous a beaucoup fait croire que le mariage, c'est le terminus. Moi, je suis de ceux qui pensent que le mariage est une grâce pour les deux conjoints. Oui. Parce que c'est une grâce pour toi de trouver une personne qui t'accompagne et qui te propulse pour accomplir ta destinée. C'est ce que moi je crois. Et ça va dans les deux sens. C'est même dit dans la Bible qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il a reçue de l'Éternel. Je ne sais plus si c'est Psaume 31, verset 18 ou je sais plus, mais je pense que c'est écrit dans la Bible. Et je pense que ça va dans les deux sens. Ouais. Donc, quand c'est comme ça, je ne vois pas pourquoi l'autre, il choisit en fonction de, bon, elle va bien me faire la cuisine, etc. Il finit de choisir, il la met dans la maison. Ou bien elle barre fort, comme on dit, elle grouille beaucoup, elle est très battante et tout. On va utiliser. Donc, ils font ça comme ça, ils font ce petit calcul-là, un calcul qui les arrange et ils épousent la dame. Comme la go aussi, elle sait que bon, on va me marier. Donc, on nous a toujours mis dans notre tête que bon, tu vois, à ce moment où tu es marié là, genre, tu as réussi ta vie en tant que femme. Je ne suis pas contre le mariage, au contraire. Les gens vont trouver ça paradoxal, mais moi, je suis très, très romantique. Mais je trouve qu'à un moment donné, il faut être critique. Comme c'est censé être un terminus pour la femme, vous voyez, il y a même des hommes qui prennent ça pour piéger les dames. Quand ils veulent un peu déconner, là, ils leur parlent de mariage et elles baissent toutes les gardes. Et ils font ce qu'ils ont à faire, ils disparaissent encore. Donc, quand il finit tout ça, il met la dame dans son foyer. Elle a l'anneau au doigt, c'est sa femme. Mais il sait au fond de lui que soit sa religion lui permet d'avoir plusieurs femmes, soit la société lui permet, en tant que personne virile sous nos gléguenous, d'aller vagabonder. Et il sait, en fait, le mariage n'est pas, sauf pour les personnes qui craignent Dieu vraiment, qui ont une vie de foi et qui vraiment craignent Dieu, le mariage n'est pas une limite pour les hommes. Mais il y a beaucoup plus une limite. Si tu fais un petit sondage, tu demandes sur un réseau social ou tu demandes à une communauté de personnes qui sont là, tu essaies de leur demander, par exemple, est-ce qu'une femme mariée a le droit d'avoir des amis garçons? Tu verras la réponse. Est-ce qu'un homme marié a le droit d'avoir des amis filles? Tu
tu verras la réponse. Il n'y a rien à faire. Les questions vite répondues. Très vite répondues, des questions banales qui montrent déjà le fond de la pensée. Ce sont des questions assez superficielles, mais qui montrent déjà le fond de la pensée de chaque catégorie de personnes. Je pense que ce sont même des questions qu'il faut se poser entre personnes qui aspirent à être en couple ensemble. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Mais qu'on choisit en tant que femme parce qu'on veut le mariage, d'ignorer et d'occulter. Et excusez-moi, je vais encore les choquer. Vous finissez d'ignorer ça, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, que ça va vous faire mal. Parce que les hommes ne font pas de sacrifice en question en rapport avec leurs sentiments. Il va finir par partir. Donc, je reviens à la question que tu as posée. Est-ce qu'ils aiment la dame? Non, ils ne l'aiment pas. Il ne l'aime pas. Il a trouvé que le marché lui convient, ça l'arrange. Quand il a fait le calcul, c'est qu'on est numéro. Je peux trouver une autre femme dehors. Pourquoi est-ce que vous pensez? Vous savez, quand il y a une dispute dans un couple, la première personne qui a la possibilité de fermer la porte et de dire je sors, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme. Il va te laisser là en train de chauffer ton sang. Il va sortir. C'est même pas pour aller. Si je réfléchis, hein. Il sort rapidement. Il appelle l'autre là que vraiment elle m'énerve. Et il est déjà là-bas. Et l'autre dame aussi qui fait semblant de le calmer parce qu'elle pense que quand ça va se gâter ici, elle va trouver sa place. Bon, quelqu'un comme ça, est-ce que c'est quelqu'un qui t'aime? Non. Ah là là. D'accord. C'est pas quelqu'un qui t'aime. Donc, sincèrement, moi, je pense qu'à la base, on a un problème avec le choix du conjoint. On a un problème avec le choix du conjoint. L'autre chose aussi qui fait que je me dis que les gens ne se marient pas par amour, c'est le contexte socio-culturel et la pression qu'on met aux femmes. Alors, tu vas souvent entendre, tu sais, quand les femmes commencent à approcher de la trentaine, et je crois que j'ai vu une publication récemment comme ça, une femme qui disait j'ai 32 ans, si je ne me trompe pas. Boris qui avait partagé ça. Voilà. Et qui disait que je veux un homme tant bienveillant, etc., gentil. Et la masse de commentaires que j'ai vus en bas, en dessous, disait mais voilà, quand à 32 ans, on a fini de dire où est-ce que tu as trouvé mon numéro, etc. On peut venir dire ça maintenant. Et en plus, celle-là à 32 ans, tu penses qu'on va laisser les 25, les 22 ans pour venir te chercher toi avec tous tes critères-là? En fait, c'est juste des personnes qui n'ont rien d'autre à offrir. Et ce sont des personnes, dès que tu les mets devant la question, ils te brandissent le fait que ils te brandissent tout simplement le fait qu'ils sont maîtres du foyer, c'est-à-dire des arguments dénués de tout sens. Ils n'ont rien à offrir. Ou bien ils vont te dire que c'est eux qui vont travailler. Ils n'ont rien d'autre à offrir. Et ça, parce que quand tu enlèves tout cet emballage-là, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire, ils n'ont plus aucune valeur. Bon, là, je parle de certains parce que moi, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui ont énormément de valeur, c'est-à-dire qui ont mis la barre suffisamment haute. Tant mieux. Donc, cette autre catégorie de personnes, je me dis, il faut qu'elles revoient leur copie. Et elles finissent par entrer, bon, elles savent que de toute façon, elles vont finir par trouver une femme qui va accepter de les épouser. Et moi, j'ai répondu à ce commentaire-là en disant, est-ce qu'ils se sont demandé si c'est pas nous? Parce que célibataires, femmes célibataires à 30 ans, 32 ans, est-ce qu'ils ne se sont pas demandé si c'est pas nous? Ok, donc je disais que des personnes comme ça, tu te rends compte en fait qu'ils se sont mariés beaucoup plus par intérêt que pour l'amour. Je me pose même la question de savoir si beaucoup savent ce que c'est que l'amour. Ce sera peut-être le sujet, une suggestion pour un de tes sujets de podcast. Oui. Et j'aimerais finir en disant que c'est exprès que je ne suis pas allée dans le sens des violences basées sur le genre, en espérant que peut-être ce sera un autre sujet pour tes podcasts, parce que c'est un sujet vraiment profond entre
harcèlement, droits sexuels, etc. Je n'aurais pas pu tenir dans le temps. Oui. Donc voilà tout ce que moi j'avais à dire et qui me tenait vraiment à cœur de ressortir en tant qu'inégalité de genre. En général, quand on commence à parler des inégalités de genre, beaucoup occultent toutes ces parties-là, tous ces facteurs-là autour de la personne de la femme qui, en fait, la maintiennent dans un groupe de servitude et d'oppression. Donc, voilà. Je te remercie. Comme je te l'avais dit, mais je sais plus si je l'avais dit. Bon, je sais plus. C'est une thématique, les violences basées sur le genre qui m'intéresse et j'aimerais idéalement la faire ce mois-ci si nos différents agendas concordent avec les différentes intervenantes et je serais ravi de t'avoir avec nous. Et c'est une question d'agenda, sinon ça me tient vraiment à cœur parce que ayant grandi dans une famille africaine, ayant eu la chance de vivre en location, j'ai, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'être très tôt confronté aux réalités du monde, au couple, à la question de l'argent dans les familles, à la place que ça peut représenter, au fait que beaucoup de nos problèmes, en fait, sont des problèmes de pauvreté, qu'on se le dise, et de pauvreté financière, pauvreté mentale, pauvreté d'éducation, et la pauvreté dans tous ses aspects, ce que ça a de plus, qui fait ressortir ce qu'il y a de plus vil chez l'individu. Tu vois, je suis parfaitement d'accord avec toi. Beaucoup d'hommes se marient par intérêt. Ils se marient pour avoir une servante, pour avoir une domestique, pour avoir quelqu'un avec qui ils vont coucher quand ils en auront envie. Bref, malheureusement, comme moi j'observe le monde, le peu de personnes qui aiment leur femme finit par être traité je sais pas comment on va dire. C'est pour ça que je te dis, moi, mais je serais peut-être pas épargné, mais bon, moi, je m'en fous. Parce qu'on considère le mâle alpha comme un mâle dominant, comme si le fait d'être né avec une quéquette faisait de nous des super-humains, alors que c'est clairement pas le cas. C'est clairement pas le cas. Et puis voilà, hein, c'est des réalités de ce monde qui méritent d'être dénoncées et sur lesquelles on doit se prononcer. Voilà. C'est ça. Donc, tu dirais quoi comme mot de fin? Déjà, comme mot de fin, moi, je te remercie. Je te remercie d'avoir pensé à m'inviter sur ton podcast qui me permet de faire entendre ma voix sur ces sujets que d'aucuns n'aiment pas qu'on aborde. Et je dirais encore, mon slogan sera prenez-moi comme une sœur si j'ai abordé des sujets qui vous ont choqué en m'en prenant à la religion, à des choses auxquelles vous croyez et tout ça, mais je suis de ceux qui pensent qu'on peut déconstruire, qu'on peut avoir l'humilité d'accepter quand quelque chose n'est pas bien et de déconstruire ce qui est mal fait. Et à mes consoeurs, aux femmes, je dirais vraiment pensez à votre développement personnel, à votre bien-être et les bonnes choses viendront à vous. Ne courez pas forcément derrière les bonnes choses, ne courez pas derrière, c'est-à-dire pensez vraiment à votre développement, que ce soit professionnel, financier, spirituel, etc. Donc vraiment pensez à vous, gardez vos principes, mettez de côté ceux qui ne respectent pas vos principes, avancez et j'ai la ferme conviction que les bonnes choses, des vraies personnes viendront à vous. Et pour le reste, des personnes qui persistent à promouvoir l'inégalité de genre, on va se charger de les déconstruire. Merci. Merci à toi. Merci pour le temps accordé, malgré nos agendas chargés à tous les deux. Moi, j'ai vraiment apprécié cette interview. J'ai la chance
d'éviter des personnes de qualité, de connaître des personnes de qualité. Et je te remercie pour cet C'est un exercice plaisir. auquel tu t'es livré avec moi. J'en profite pour renouveler mon invitation pour d'autres sujets très importants. Et peut-être si tu as le temps, discuter de psyché un peu, que ce Ce soit sera avec plaisir. ce mois-ci ou à un autre moment, on verra bien. Donc, C'est avec plaisir. Merci beaucoup, docteur. merci, docteur. Allez, passe une agréable suite de journée. À Merci toi pour tout aussi. le temps que tu nous as accordé et à plus tard. À plus tard.